La pollution plastique, comme nous le montre de manière surréaliste le célèbre chat de l'artiste belge Gueluc, sera de plus en plus insupportable pour l'environnement. Une inquiétude qui jusqu'à maintenant concernait surtout les océans. Mais depuis quelque temps, on a découvert que nos beaux lacs alpins, comme ici le Léman, étaient aussi contaminés par ces résidus que l'Atlantique ou le Pacifique. Petit tour sur le lac, ou plutôt sous le lac, pour une pêche un peu particulière. C'est pas une pêche miraculeuse, ça. Hein. Non, il faut pas appeler ça comme ça. On en trouve souvent, comme ça, des quantités. Malheureusement, oui. Ouais, ça dépend des endroits. Hein. Depuis plusieurs années, l'association de sauvegarde du Léman organise Net Léman. Une journée où plus de 300 plongeurs et 700 autres bénévoles sillonnent les bords du lac pour retirer plus de 3 tonnes de plastique. Et ça, c'est nouveau, depuis 2 ans. Les premières années, on trouvait beaucoup plus de choses, beaucoup plus volumineuses et plus lourdes. Beaucoup plus de caddies, de pneus, de choses comme ça. Et là, on se rend compte avec les éditions qu'on a de plus en plus de déchets plutôt issus de la consommation courante. Justement, des plastiques liés au pique-nique, liés au moment passé au bord de l'eau. Fort heureusement, beaucoup moins de grosses choses. Au début, on trouvait des frigos, on trouvait des électroménagers, en fait, parce que la taxe anticipée n'existait pas encore. Raison pour laquelle les gens, malheureusement, allaient jeter des choses dans le lac pour les faire disparaître. Alors ça, on n'en trouve pratiquement plus, mais c'est de plus en plus de plastique. S'il est facile d'identifier la source et le type de plastique pour de gros objets, dès que l'on atteint des résidus de moins de 5 mm, cela devient plus difficile. Et pourtant, c'est là que se cache la très grande majorité de ces polluants, des fragments que l'on appelle microplastiques. On se rend compte, si on va chercher un petit peu sur les plages, que ces gros objets, parce que justement, si on ne les ramasse pas, ils se fragmentent. Et vous voyez ici, par exemple, on a plein de fragments de plastique qu'on a trouvés sur 25 plages tout autour du Léman. Rien que pour le Léman, c'est plus de 10 tonnes de plastique liées aux divers emballages qui arrivent chaque année et qui, en se fragmentant, deviendront presque invisibles. Il faut dire qu'au royaume du plastique et de la grande distribution, on n'est jamais avare d'imagination. Il y a plein d'exemples intéressants d'emballages totalement superflus. Par exemple, des bananes qui sont elles-mêmes emballées par une couche, une peau naturelle. Toutes les bananes, sinon, dans les supermarchés ne sont pas emballées. Et là, pour des questions de marketing, parce que c'est pour les enfants, il y a un emballage en plus, totalement superflu. En plus, l'image qu'on donne justement aux enfants, à la prochaine génération, donc c'est un côté totalement absurde dans cet emballage. Voilà l'exemple des œufs. À l'approche de Pâques, des œufs de couleur qui tout d'un coup sont emballés dans du plastique, alors que le reste de l'année, les œufs, c'est dans du carton. On pourrait faire des emballages en carton avec des trous pour quand même voir les couleurs des œufs qu'on achète. Alors ça, c'est un exemple intéressant. C'est des yogourts que j'ai moi-même achetés la semaine passée, mais à la pièce. Et là, parce qu'ils ont été achetés en grande surface, il y a 1, 2, 3, 4, 5 emballages différents, 5 matériaux différents. Avec l'arrivée massive des emballages plastiques vers la fin des années 80, les responsabilités ont été partagées. Les supermarchés vendent, le consommateur s'occupe de trier et les déchetteries de recycler. Mais recycler le plastique en Suisse, ça veut dire quoi? En Suisse, il finit principalement à l'incinérateur, ce qui n'est pas forcément une bonne solution parce qu'on brûle du plastique qui est à base de pétrole. Car recycler des emballages plastiques, ce n'est pas si simple. Le problème avec le recyclage, c'est que vous deviez vraiment les séparer, avoir des matériaux purs, et c'est quelque chose qui est très très compliqué. Surtout parce que des emballages sont mélangés, enfin c'est des produits avec des emballages mélangés. C'est pour ça que Greenpeace est très critique avec ce recyclage du plastique. Il y a un gain environnemental extrêmement limité. À titre d'ordre de grandeur, si vous renoncez à manger une entrecôte par année, ça a à peu près le même effet sur l'environnement que de recycler son plastique. Greenpeace veut vraiment qu'on empoigne le problème à un autre endroit, c'est-à-dire à la source, et vraiment qu'on limite la mise en circulation d'emballage, qu'on limite l'utilisation des ressources, parce que c'est seulement à ce niveau-là qu'on aura vraiment un gain substantiel pour l'environnement.
Légiférer en amont, l'Europe commence à le faire. En 2021, par exemple, l'Union européenne a mis en application l'interdiction à la vente de plusieurs objets à usage unique. Des assiettes en plastique en passant par les fourchettes, les couteaux, jusqu'aux pailles et même les Q-tips. La France va encore plus loin depuis le début 2022 en interdisant l'emballage plastique pour la grande majorité des fruits et légumes dans les commerces. La Suisse, elle, a choisi une autre approche que l'interdiction pure et simple. En Suisse, il y a une culture qui disons, se base sur des mesures volontaires dans l'économie. Et on se rend compte à Greenpeace que malheureusement, même si le discours il est toujours engagé, on parle de protection de l'environnement, c'est un peu du greenwashing. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans ce domaine sur une base volontaire. Pour les organisations environnementales, il y a urgence à légiférer sur les plastiques. Rien qu'en Suisse, l'Office fédéral de l'environnement estime que plusieurs milliers de tonnes de plastique sont rejetées chaque année dans les sols et les eaux de notre pays. La gestion de tout ce plastique, ça pose aussi problème à un autre niveau, c'est celui du tri. En Suisse, la filière est encore très peu structurée à l'heure actuelle. Ça devrait changer, c'est du moins l'engagement annoncé par Swiss Recycling il y a quelques jours. Bonsoir Yasmine Wade. Bonsoir. Vous êtes la représentante romande de Swiss Recycling. Vous visez la collecte et le recyclage des emballages plastiques au niveau national à partir de 2025. Pourquoi si tard ? Parce que ça va prendre du temps. Ça nous a déjà pris pas mal de temps pour réunir plus de 50 entreprises qui sont d'accord de s'engager. Maintenant, nous sommes très contents parce qu'on a pu motiver les distributeurs, mais aussi toute la chaîne de valeur, du concepteur d'emballage jusqu'au recycleur, à collaborer avec nous. Et puis, plus on est autour de la table, plus c'est difficile de trouver des solutions rapidement, plus ça prend du temps à discuter. Mais plus on aura après aussi une solution durable qui va fonctionner. C'est quoi vraiment la complexité en fait dans la mise en place de ce système de recyclage du plastique ? Alors ça commence par la conception des emballages, parce que les emballages doivent être conçus en vue de leur recyclage. Et puis c'est clair qu'ils doivent d'abord protéger les produits. Ensuite, ils doivent quand même aussi être jolis et puis faciles pour la manutention, au niveau de la logistique, etc. Et ils doivent justement aussi après avoir des propriétés qui permettent de les recycler. Alors on a regardé un peu là ce qu'on a dans un appartement finalement, ce qu'on a tous un petit peu chez nous en termes de plastique. Ça aujourd'hui, ça finit très largement à l'incinération. Tout à fait, oui. Et qu'est-ce que vous imaginez faire dans le fond demain, en 2025 ? Qu'est-ce qui va se passer avec ces plastiques ? Alors l'objectif, c'est qu'on pourra tous les mettre dans un sac et puis qu'on pourra les recycler. Après, donc là vraiment, on a différentes sortes de plastiques, l'emballage de lessive, oui, les glaces, les gobelets à usage unique, les chips, tout ça dans le même sac. Exactement. Alors la chose la plus simple qu'on arrive déjà à garantir aujourd'hui que ça va fonctionner, c'est les briques à boissons. Donc ça pourra être recyclé, ça c'est nouveau. Il y a déjà des usines qui fonctionnent et ça fonctionne bien. Et là, il y a juste à mettre en place les collectes et le financement et la logistique. Alors, vous voyez, c'est tout de suite, il y a plusieurs étapes à passer. Mais au niveau du recyclage, ça, aujourd'hui, ça peut déjà fonctionner. Ça, vous êtes sûr donc d'y arriver d'ici 2025 ? Oui. Le reste, c'est quoi le programme ? Alors le reste, effectivement, on va pouvoir les collecter. On ne pourra certainement pas recycler le 100% tout de suite parce que il faut encore modifier certains emballages. C'est important qu'un emballage puisse y répondre aux exigences de recyclabilité. Un défi, évidemment, ce sera aussi le financement de ce recyclage. Qui est-ce qui va payer ? Est-ce que le consommateur va passer à la caisse ? Alors ça, c'est encore quelque chose qui est en cours de négociation, bien sûr. Nous partons du principe qu'il y a quand même une responsabilité élargie des producteurs. C'est ce qui se fait aussi en Europe. On regarde aussi au-delà de nos frontières.
Et puis on verra avec quel système on va pouvoir commencer et puis quel sera finalement, peut-être ça va encore se modifier avec le temps, mais voilà, ça c'est des choses que nous sommes en train de discuter. En train de réfléchir à voir par exemple si on aura des sacs payants en plus ou si dans le fond ce coût sera intégré au prix des marchandises. C'est ça. Merci beaucoup Yasmine Voide, on vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Le tri, ça concerne les plastiques d'une certaine taille, mais au-delà se pose un problème majeur, celui des microplastiques. Dans l'eau, ici comme ailleurs, leur présence, elle est à la fois massive et invisible. On remonte maintenant aux sources de cette pollution et vous allez le voir, il n'y a de loin pas que des emballages. La principale source de microplastiques qu'on retrouve dans l'environnement provient de l'usure des pneus. Rien qu'en Suisse, ce sont des milliers de tonnes qui se disséminent chaque année. Ici, le nœud autoroutier de la zone de l'aéroport de Genève. La Confédération investit pour tenter de limiter l'impact de ce type de pollution. On va réaliser ici ce que l'on appelle un CETEC, donc un système d'évacuation et de traitement des eaux de chaussée. Pour éviter que ces microplastiques partent dans les rivières, dans le lac sans avoir été prélevés au préalable, eh bien on construit donc ces CETEC. Un CETEC, ça va récupérer, si vous voulez bien, ces microplastiques. Ça récupère aussi possiblement des métaux lourds. Tout ce qui n'est pas propre, tout ce qui possiblement va altérer en fait l'environnement doit être récupéré, traité avant de pouvoir retourner dans l'eau et en l'occurrence dans le ruisseau qui est le Vengeron ici. La Confédération installe depuis quelques années ce type de station d'épuration routière. Ici, c'est plus de 20 millions d'investissements. Sous la route, en fait, ça passe. Il n'y en a que quelques-unes actuellement dans notre pays et ce n'est pas forcément le coût qui est le premier frein. La problématique, c'est qu'on a besoin de place et malheureusement, en Suisse, on n'a pas beaucoup de place. Souvent, on est dans une situation où vous avez le lac, la voie CFF, la route nationale, un bout de village et la montagne. Et dans ces cas-là, c'est très très compliqué de trouver de l'espace. Même si d'ici 2 ans, les microplastiques de ce tronçon autoroutier ne se déverseront plus dans le lac Léman, le problème reste entier pour la grande majorité des axes routiers suisses. Pour éviter le problème, ne vaudrait-il pas mieux s'en occuper en amont, à la conception même des pneus ? Là, l'industrie n'en est qu'au balbutiement, au prototype, le plus souvent vendu avec un grand renfort de très jolies images de synthèse. It simply regenerates new tread. Mais de là à retrouver dans votre garage des pneus qui sont biodégradables ou qui se régénèrent tout seuls, il faudra sûrement encore attendre des années. Autre source importante de pollution, le lavage de nos vêtements. À chaque lavage, des fibres de microplastiques sont relarguées. Rien que pour la Suisse, c'est des dizaines de tonnes chaque année. Quand on sait qu'une seule machine de 6 kg peut relarguer près de 700 000 fibres plastiques et qu'une famille peut faire plusieurs machines par semaine, on peut imaginer le nombre de fibres plastiques qui peuvent finalement se retrouver dans les océans. Il faut dire que les vêtements en matière synthétique, on en trouve partout, même dans la valise d'un journaliste à bon entendeur. 2/3 des fibres textiles actuelles sont des fibres plastiques dites synthétiques. Et donc, eh bien, comme ces vêtements, c'est surtout du polyester, mais aussi on peut trouver du polyamide, de l'acrylique, de l'élastane, qui permet justement une certaine élasticité, du nylon, du lycra. L'histoire des fibres synthétiques commence avec la Deuxième Guerre mondiale et l'apparition du célèbre banylon. Il faudra attendre la fin des années 60 pour voir l'explosion des habits en fibres synthétiques. Même la fameuse Polaire va déjà fêter cette année ses 40 ans. Il faut savoir que ces fibres sont beaucoup moins chères que les fibres naturelles. C'est pourquoi le secteur de textile s'est vraiment intéressé et a commencé à produire énormément de vêtements, mais pas seulement, de la literie aussi, les essuies, avec ces fibres textiles
qui non seulement sont moins chères, mais qui en plus ont des qualités que les fibres naturelles n'ont pas. Elles sont plus résistantes, elles sont faciles d'entretien, elles sont élastiques. Mais quelle solution pour limiter le largage massif de ces fibres synthétiques? Il y a d'abord des solutions juridiques. Donc la France est pour l'instant le premier pays au monde à avoir pris l'initiative d'une obligation donc de fabriquer des machines à laver équipées d'un filtre anti-fibres plastiques. Cette obligation française sera effective dès 2025. L'Europe annonce vouloir suivre le mouvement. Les premières machines équipées de filtres microplastiques viennent d'ailleurs de sortir sur le marché ce printemps, ainsi que des kits adaptables pour les anciennes machines. Mais une fois de plus, on essaye de résoudre le problème en aval et aux frais du consommateur. Pour les associations européennes, seul un changement de comportement du consommateur sera véritablement efficace pour diminuer durablement l'impact de ces fibres sur l'environnement. Les études ont quand même démontré qu'on achète trop de vêtements et qu'en général, je pense surtout pour les femmes peut-être, un tiers de la garde-robe n'est jamais porté. Donc il s'agit sans doute d'achats compulsifs. C'est tellement facile finalement actuellement d'acheter des vêtements sur Internet. Les publicités, la mode, tout nous pousse à acheter, à consommer. C'est de la surconsommation. Acheter moins, certes, mais surtout laver différemment. Si vous faites une machine, essayez vraiment de mettre le plus possible, de la charger au plus possible, parce que c'est surtout la friction entre les vêtements, entre les textiles, qui va faire que les microfibres vont se détacher et vont se retrouver dans les eaux usées. Vous pouvez aussi essayer de programmer des cycles plus courts pour qu'il y ait moins de friction, des températures aussi plus basses, parce que ça détériore moins les vêtements. Dernier conseil, les associations de consommateurs ont fait des tests et remarqué que les lessives liquides provoquaient moins de largage de fibres que les lessives en poudre. Passons aux cosmétiques. Et oui, si vous ne le saviez pas encore, ils sont souvent composés de plastique que l'on retrouve dans des dentifrices, dans les shampoings ou encore dans beaucoup de crèmes. Mais pourquoi cette présence de plastique ou de microbilles dans nos produits corporels? D'abord pour l'aspect abrasif, donc c'est dans des crèmes exfoliantes, des gommages, des crèmes nettoyantes, des savons par exemple, liquides, mais également parce que c'est une charge qui n'est pas très chère, donc ça ajoute du produit, du faux produit à moindre coût. Mais également aussi pour des raisons esthétiques, parce que ce sont des petites billes qui peuvent être de couleur, qui peuvent briller, donc c'est aussi pour le marketing. C'est un peu absurde tout ça. C'est un peu absurde, mais ça marche. Disons, ça marchait, parce que maintenant, certains pays en Europe ont décidé de légiférer. France, Italie, Royaume-Uni, entre autres, ont interdit ces microbilles dès 2018. D'ici fin 2022, la Commission européenne devrait interdire dans l'ensemble des États membres ces microplastiques dans les cosmétiques et pourrait aller encore plus loin en les interdisant aussi dans d'autres produits, comme par exemple les détergents. Pour la Suisse, pas de législation en vue, elle applique sa propre méthode. Comme le rappelle une prise de position du Conseil fédéral en 2018. L'Office fédéral de l'environnement a engagé un dialogue avec l'industrie au sujet d'un abandon librement consenti de ces microplastiques dans les cosmétiques. En attendant le bon vouloir de l'industrie, quelques conseils avertis de l'Association européenne des consommateurs. Si vous voyez affiché donc, sur l'étiquette du PET par exemple, vous pouvez être sûr que ce sont des microbilles de plastique solide. Donc c'est du plastique polyéthylène terephthalate. Du PE polyéthylène également, vous avez aussi du PP, voilà, donc le polyuréthane, ça signifie que des microbilles de plastique figurent dans les produits. Pas facile donc de tout mémoriser, car des substances plastiques dans les cosmétiques, il en existe des dizaines.
daily eaten by turtles, whales, birds, fish and even shellfish. Une ONG, Plastic Soup Foundation, qui traite souvent avec humour et provocation ces problématiques, a décidé de nous simplifier la vie. Elle a créé une application gratuite bien pratique. Un simple scan, et hop, on sait en quelques secondes s'il y a présence de microplastiques. Et pour finir la ronde fantastique du plastique, les peintures. Une source sous-estimée jusqu'à une étude suisse publiée le 8 février dernier qui révèle qu'à elles seules, les peintures seraient plus importantes encore que les pneus et les textiles réunis. Une révélation qui a fait rapidement le buzz dans l'ensemble du monde scientifique. Bonsoir Julien Boucher. Bonsoir. Vous êtes l'un des auteurs de cette étude. Alors selon vos recherches, 58% des microplastiques qui finissent dans les océans proviendraient des peintures. Ça fait quand même près de 2 millions de tonnes par an. Comment est-ce que c'est possible ? Alors effectivement, cette étude, elle montre que les peintures seraient la principale source de microplastiques primaires dans les océans. La première chose qu'il faut savoir, c'est que finalement les peintures, c'est des plastiques. À peu près la moitié en poids du contenu des peintures, c'est des polymères plastiques. Aux différentes étapes de l'application ou de la maintenance des peintures, il y a des pertes de plastique. C'est le cas pour les peintures des bâtiments, pour les peintures des bateaux, pour les peintures des infrastructures industrielles, pour la peinture des routes par exemple. Et tout ça cumulé, on s'est rendu compte effectivement dans l'étude que ça représentait une énorme quantité de peintures qui finissent dans les océans, donc près de 2 millions de tonnes par année. Alors, vous parlez des océans, est-ce que c'est le même phénomène avec l'eau des lacs par exemple, ou des rivières ? Tout à fait, donc c'est un phénomène global. La peinture, elle finit dans l'environnement, et donc il y en a une partie qui va aller dans le sol, une partie qui va aller dans l'air aussi, dans les rivières, dans les eaux de surface, et être éventuellement transportée jusqu'aux océans. Mais les peintures se retrouvent certainement également dans le lac. On parle là d'un phénomène massif. Comment est-ce que ça a pu nous échapper pendant aussi longtemps ? Alors effectivement, en général, on trouve ce qu'on cherche. Donc nous, on a commencé à s'intéresser à ça parce qu'on a discuté avec des scientifiques qui, eux, sont plus spécialisés sur l'analyse chimique et qui commençaient à décrire finalement des microplastiques qui s'apparentaient à des peintures. Donc ça nous a étonnés. On a commencé à développer un modèle pour quantifier cette pollution et on s'est rendu compte qu'effectivement, elle avait été négligée jusqu'à présent. Alors, est-ce que quelque chose peut être fait au niveau des peintures, de leur composition peut-être, pour réduire leur impact sur cette pollution ? Alors effectivement, il y a des solutions à trouver. On est en train d'y travailler aussi avec la Commission européenne. Il y a des solutions qui potentiellement sont liées à la formulation de la peinture elle-même, avec peut-être moins de plastique, mais aussi à la manière dont on l'applique et dont on récupère les poussières. Je pense que c'est un élément important pour éviter qu'elles finissent dans l'environnement. Il y a plein de petites solutions comme ça qui semblent être possibles d'aménager tout au long du cycle de vie des peintures pour réduire cette pollution. Alors on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, globalement les sources de la pollution microplastique sont multiples, elles sont complexes. Comment agir pour endiguer le phénomène au-delà des peintures ? Alors effectivement, comment pousser les différents acteurs, ça peut être les entreprises, ça peut être les gouvernements, tous les acteurs de la chaîne à agir. On n'a pas la solution miracle, mais une des premières étapes, on va dire, c'est de mettre en place une transparence sur ces éléments, sur les données, pour que derrière, il y ait une sorte de compétition positive qui se mette en place entre les acteurs pour être plus vertueux et être plus performants. Donc nous, on prône vraiment une transparence sur ces chiffres, éventuellement. Sur les chiffres, donc, par exemple Sur les quantités de déchets qui sont mises sur le marché, sur les pourcentages de ces déchets ou de ces substances plastiques qui sont bien gérées ou mal gérées, pour qu'il y ait une course à la bonne gestion sur ces sujets-là. Merci beaucoup Julien Boucher, on va vous retrouver dans quelques minutes. Merci. Les microplastiques dans l'eau, c'est relativement connu. Ce qui l'est moins, c'est leur présence dans l'air que nous respirons. Et en particulier dans des lieux fermés comme nos maisons ou nos appartements. Nous sommes allés les aspirer chez des téléspectateurs. Regardez. L'air de rien ou plutôt l'air du plastique. Pour savoir combien notre habitat est contaminé, nous avons sélectionné 2 lieux très différents. Une maison construite dans la banlieue résidentielle genevoise il y a plus de 20 ans, avec à l'intérieur une famille et 2 enfants. Et sur les hauts de Lausanne, un appartement presque neuf où ne vivent que des adultes. D'abord, nous leur avons demandé de ne plus passer l'aspirateur pendant 7 jours.
Notre toxicologue préféré, Vincent Perret, se chargera de récolter les poussières. Le but, tenter de faire une cartographie de ces microplastiques qui ont été en suspension dans cette air pendant une semaine. Le temps de l'analyse, et 5 jours après, nous voici déjà au résultat. Commençons d'abord dans l'appartement. Voilà le résultat, le rapport d'analyse, tout frais. Pour ce genre de test, il n'existe pas encore de normes. Le principe est de faire des comparaisons sur une base de données de plusieurs centaines d'habitats où les mêmes prélèvements ont été effectués. Pas de normes ne veut pas dire pas d'interrogation, car les additifs des plastiques ne sont pas anodins, en particulier les phtalates et certains bisphénols qui sont considérés comme perturbateurs endocriniens par l'OMS elle-même. Vous êtes allumé partout, mais ce n'est pas étonnant. Il n'existe pas en fait d'habitation, on va dire, occidentale, sur laquelle on n'a pas en fait ce profil de couleur. C'est juste pas possible. Il faudrait vivre en fait dans la forêt, dans une grotte, pour pas avoir. Et encore, si on part en fait dans la forêt, son sac à dos, il y a des plastiques, on va les embarquer en fait avec soi. Ici, en comparaison, c'est surtout une source de plastique bien spécifique qui vire un peu au rouge. Mais d'où vient-elle ? Si on regarde là simplement autour de nous, même si d'un point de vue comme ça visuel, on se dit pas c'est plutôt des matériaux bruts, c'est neuf. On a beaucoup de bois visuel, mais il y a toujours en fait des parties avec des surfaces, et notamment on va utiliser des plastifiants pour préparer des surfaces. On peut avoir typiquement sur des tables. On peut avoir donc ici là des plastifiants. Sur les placards. Typiquement, pour rendre lavables des surfaces, on va utiliser ce type de produit parce que ça va permettre justement de pouvoir faire après un lavage à l'eau avec un petit peu de savon. On a typiquement dans le petit électroménager, vous avez toujours des plastiques. Si vous démontez la machine, vous avez tous des tuyaux en fait qui sont souples. Ils sont rendus souples en fait avec justement ce type de produit. Donc ça c'est absolument typique. Dès que vous avez des meubles, dans le canapé par exemple. Typiquement, ça peut être. Vous pouvez avoir ce type de produit vraiment à l'intérieur. L'électronique, c'est assez typique. On a beaucoup de plastique dans ces éléments-là. On en a là, on en a certainement ici. Du coup, la prochaine question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire un peu ça C'est-à-dire qu'on peut faire différents choix de qualité aussi sur les objets. Si on minimise l'environnement, l'amener de plastique dans son environnement, ça va quand même limiter en fait ces sources-là. Si on limite les sources, on peut aussi augmenter finalement le renouvellement de l'air et des surfaces de notre appartement, de l'endroit où on vit. Donc c'est important d'aérer. C'est valable pour les plastiques, mais c'est aussi valable pour tous les autres polluants de l'habitation. Passons maintenant à la maison familiale. Ici, le niveau de plastique était assez bas. Ce qui pourrait expliquer ça, il y aurait quand même, il y a deux choses qui sont assez marquantes. La première, c'est que vous faites attention vraiment spécifiquement à ces problématiques-là, et notamment sur les produits, les détergents, c'est ça Oui. Les cosmétiques, donc c'est vraiment deux grandes sources de phtalates. Et puis ensuite, quand on regarde aussi votre aménagement, vous avez beaucoup de bois, vous avez beaucoup de métal, vous avez les fenêtres ici, les cadres sont en bois. Donc du coup, on se retrouve avec des matériaux qui sont beaucoup moins émissifs, ils sont moins pollués déjà en phtalates. Et ça peut clairement aussi contribuer à avoir un niveau, on va dire, raisonnable de phtalates dans la maison. La chambre du garçon, on a tout ce qu'il faut pour jouer. On a les jouets, on a beaucoup de jouets en plastique, mais ça c'est normal. On en a de plus en plus. On s'attendait à retrouver beaucoup de phtalates qui sont plutôt associés plus spécifiquement aux jouets, et ça n'a pas été le cas. Vous commandez les jouets beaucoup sur Internet ou J'ai ma sœur qui m'en donne. Aussi sur certains sites, j'achète seconde main. D'accord. Mais il reçoit aussi beaucoup de choses neuves à son anniversaire, comme tous les enfants. Alors, ce qui est intéressant avec les jouets de seconde main, c'est qu'on est forcément sur des jouets qui sont déjà avec des plastiques, s'ils sont en plastique de plus haute qualité, parce que ils sont plus résistants, sinon s'ils sont cassés, ils sortent du circuit quelque part. Il y a donc différentes qualités de plastique. Mais quand on achète, pas facile de le savoir. La seule chose qui est sûre dans le monde du synthétique et du plastique en général, c'est que plus il est jeune,
plus il relargue d'additifs pas forcément très sympathiques. En résumé, des microplastiques, il y en a dans l'eau, il y en a dans l'air. La question qui se pose ensuite, c'est de savoir s'il y en a dans ce que l'on avale. Pour le savoir, eh bien, nous avons fait des tests. Bonsoir Stéphane Fontanet. Bonsoir Linda. Une série d'analyses donc sur quelques produits qu'on trouve en supermarché. Oui, alors des pommes, des carottes, du miel, de la bière et du sel qu'on a envoyé dans un laboratoire pour rechercher ces fameuses microparticules de plastique, dont des particules dont la taille commence pour nous à 5 micromètres. Il faut rappeler qu'un micromètre, c'est un millionième de mètre. Pardon. Un millionième de mètre. Et alors, résultat, qu'est-ce que le laboratoire a trouvé? Eh bien, 4 sur 5 contiennent des milliers de ces microplastiques. Ça veut dire concrètement qu'il y a des particules de plastique à l'intérieur de ces aliments. Oui, tout à fait. On trouve du polyéthylène, du polystyrène, du polyéthylène terephthalate, le fameux PET, et du polyméthacrylate de méthyle, le PMMA. Et ça, ce sont des plastiques que l'on trouve dans quel type d'objets en général? Alors, on les trouve dans les emballages, dans les bouteilles, dans les tuyaux, dans les appareils électriques, dans les éléments de voiture, etc., etc. Alors, il y a un produit pour lequel la situation n'est pas claire, et c'est le miel. Oui, pour le miel, le labo trouve du polyéthylène, mais il n'arrive pas à faire la différence spectrale entre le polyéthylène et la cire d'abeille. Pour les 4 autres, en revanche, là, il n'y a aucun doute. Aucun doute, dans la bière, le laboratoire trouve des milliers de microparticules de polyéthylène, les mêmes donc qu'on trouve dans les emballages. On trouve aussi ce polyéthylène dans le sel, qui contenait aussi du PET et du polystyrène, et le labo de souligner que les doses trouvées sont importantes et que ça pourrait être lié soit au processus de production, soit aux matériaux d'emballage. Dans les carottes, vaudoises en l'occurrence, également des plastiques, carottes qu'on avait pourtant vraiment fait éplucher avant qu'elles soient analysées au laboratoire. Oui, tout à fait. Alors des polyéthylènes et du polyméthacrylate de méthyle aussi. On a trouvé aussi dans ces pommes bio et valaisannes polyéthylène, polystyrène et PMMA, des pommes dont on avait laissé la peau puisqu'on les mange souvent entières. Mais dans les fruits, dans les légumes, comment est-ce que c'est possible ? Eh bien, il faut voir qu'une partie, selon la taille de ces microparticules, pénètre par les racines, donc par l'eau, par la terre, et une autre partie se dépose par les voies aériennes sur les feuilles et les branches de ces végétaux. Stéphane, ces résultats, ils sont un petit peu surréalistes, mais en réalité, il y a fort à parier que ce type de résidus se retrouve dans beaucoup des aliments que l'on avale. Oui, et d'autres analyses l'avaient déjà montré par le passé. Dernièrement, une analyse italienne de 2020 avait démontré qu'on retrouvait ces microplastiques dans des fruits et des légumes. C'était pourtant des fruits et des légumes qui avaient été achetés non pas seulement dans des supermarchés, mais aussi dans des marchés, qu'on avait transportés sans les laisser en contact avec des plastiques qui avaient été lavés à fond puis pelés. Et en fin de compte, les pommes et les carottes faisaient partie des plus contaminées. Merci beaucoup Stéphane pour toutes tes explications. Bonne soirée. Bonne soirée. Et on va maintenant soumettre ces résultats à notre expert. Julien Boucher, vous êtes toujours avec nous. Ces résidus dans des aliments, ça interpelle quand même. Alors effectivement, ça surprend et ça inquiète, mais finalement, c'est pas si surprenant que ça, puisque les microplastiques, effectivement, ils sont transportés dans l'air, vu qu'ils sont émis en toute petite taille, un petit peu partout. On les retrouve jusque dans les pôles, en fait. On en retrouve effectivement beaucoup dans les sols agricoles, on en retrouve dans les eaux. Et du coup, potentiellement, ils peuvent, on va dire, pénétrer la chaîne alimentaire. Ça, c'est quelque chose qu'on sait. Maintenant, quels sont les impacts sur la santé humaine ? C'est quelque chose qu'on sait moins. Est-ce que, globalement, cette problématique des microplastiques, c'est quelque chose dont on est suffisamment conscient ? Alors effectivement, les gens sont très conscients, je pense, de la pollution plastique liée aux emballages, aux macrodéchets. Sur les microplastiques, c'est quelque chose qui est moins connu et je pense qu'il mérite d'être plus connu parce que les impacts potentiellement sont importants. Merci beaucoup pour vos explications et pour votre présence, Julien Boucher. Très bonne soirée à vous. Merci. Et on termine précisément avec cette question fondamentale. Quel est l'impact de notre exposition à ces polluants sur notre santé ? La réponse commence au bord d'une rivière, du côté de Seattle. États-Unis, Philo Creek, à l'ouest de Seattle. C'est ici que pour la première fois en eau douce a été prouvée la relation de cause à effet négative entre du plastique et un poisson. On a recensé depuis 20 ans le nombre de saumons morts en remontant la rivière pour frayer. On a découvert que la pluie dissémine une véritable soupe chimique, des milliers de produits chimiques, mais difficile de savoir lequel est responsable de l'hécatombe des saumons coho.
Il aura fallu plus de 20 ans à ces scientifiques de l'Université de Washington pour découvrir que c'est un additif lié au plastique des pneus, le 6-ppdquinone, qui était la cause de cette surmortalité des saumons. Il y a quoi être inquiet, notamment quand on voit cette étude aux États-Unis où ils ont pu vraiment tirer un lien de causalité entre le trafic routier, finalement, qui génère ces particules de pneus et qui, en fait, après, transporte des substances chimiques dans l'environnement et impacte des populations de poissons. Le problème actuellement, c'est que la diversité des organismes fait qu'on a une très mauvaise idée, en fait, de quel va être réellement l'impact sur les écosystèmes. Sur nos lacs suisses, de nouvelles études viennent de commencer, comme ici, sur cette plateforme au large de Puy. Divers chercheurs de l'Université de Genève, Lausanne ainsi que de l'EPFL récoltent à différentes profondeurs des échantillons afin de déterminer de quel type de polluant on parle. Alors sur cet écran, en fait, on peut voir notre échantillon qui a été scanné en fait, avec un laser infrarouge. Ce laser infrarouge, il nous donne une information sur la composition chimique des particules qu'on a sur notre échantillon. Et puis ça permet, en fonction des codes couleurs qu'on a ici à l'écran, de déterminer en fait de quel type de polymère il s'agit et en même temps une information sur la géométrie des particules. Avoir une cartographie et connaître la forme de type de microplastique est important. Mais une autre question est primordiale. Détecter les additifs de ces polymères, comme les phtalates, bisphénol, 6-ppdquinone entre autres. Quand un plastique se dégrade, ce qui peut prendre de quelques années à plusieurs siècles, il libère le plus souvent des additifs. C'est ces substances qui inquiètent le plus les chercheurs. Pour tenter de bien comprendre l'impact de ces substances sur la nature, le laboratoire des sciences de l'environnement de l'EPFL a élevé des vers de terre et des insectes aquatiques mis en contact avec ces différents microplastiques. On a pu voir effectivement qu'il y a un transfert de certaines substances chimiques, des additifs qui sont là comme antioxydants, etc. Et puis, on a pu observer qu'il y avait des modifications morphologiques sur certains organismes. Par exemple, pour les vers de terre, certains étaient plus chétifs. C'est important d'étudier des petits organismes comme des larves d'insectes ou des vers ou des organismes de petite taille parce qu'en général, ils sont en fait à la base de la chaîne alimentaire. Donc ces organismes vont être mangés peut-être par des escargots, des poissons, etc. Il faut vraiment avoir une vision globale en fait, de cette problématique. Une larve d'insecte, si elle est exposée à un polluant, va potentiellement avoir un impact sur des organismes plus complexes et finalement perturber le fonctionnement de l'écosystème. Une autre étude, suisse et française, allant plus loin dans la chaîne alimentaire, va prochainement être publiée. Elle s'est intéressée cette fois-ci directement aux poissons de nos lacs. Premier résultat, on a retrouvé dans tous les poissons analysés quantité de microplastiques, et ceci, quelle que soit l'espèce. Vous avez un peu préparé des échantillons d'eau? Oui, vous avez fait la digestion. C'est toujours en train de tourner, ça fait depuis 10 heures du matin que c'est en train de filtrer, ça descend pas. Mais quels sont précisément les impacts sur ces poissons et quel type de plastique est le plus problématique? Les chercheurs ont encore beaucoup d'interrogations. Si dans l'environnement des études sur les microplastiques ont commencé déjà depuis quelques années, dans le domaine de la santé humaine, là, on en est vraiment au balbutiement. Quand on se rend à Unisanté à Lausanne, centre de compétences pour l'étude des conditions sanitaires des travailleurs, on sait depuis longtemps que l'exposition aux microplastiques dans l'air en particulier n'est pas anodine. Mais peut-on vraiment faire un parallèle direct entre conséquences sur l'environnement et santé humaine en général? Ça, c'est très difficile parce qu'on n'est pas avec la même espèce. Ce n'est pas forcément du coup les mêmes modes de réaction entre une espèce qui peut être un rat, une fourmi, un poisson, etc. et puis l'être humain. Donc là, on peut avoir une très grande variabilité. C'est
assez difficile, mais ça nous donne des signes, des indications, effectivement. On a vu qu'il y a certains rats, par exemple, qui développent des lésions pulmonaires lorsqu'ils sont exposés à certains produits. On peut faire un lien que peut-être potentiellement chez l'homme, ça peut être la même chose. Mais la problématique des microplastiques dans l'air, elle est assez nouvelle. Donc il y a à peu près rien déjà. On ne sait pas vraiment quel type de microplastiques sont dans l'air, quelles sont leurs tailles, leurs formes. Donc on ne sait pas non plus s'il y a des microplastiques dans les poumons chez les êtres humains et quelles seraient les lésions. Unisanté, en collaboration avec le CHUV et les PFL, vient de lancer l'une des rares études sur les conséquences des microplastiques sur la santé humaine. Le but ? Vérifier que les microplastiques dans l'air se retrouvent bien dans les poumons. Mais pourquoi si peu d'études liées à l'homme ? En tout cas, au niveau humain, ces plastiques ne sont pas considérés comme des polluants de haute importance. Et pourtant, on est tous en train de respirer ces plastiques, ces microplastiques maintenant. On est en contact quotidien par la peau, aussi par l'alimentation. Donc il y a clairement des recherches qui doivent être stimulées, soutenues. C'est probablement une problématique de santé publique. Chaque année, des millions de tonnes de plastique se répandent sur notre planète. Il serait important d'en connaître vraiment les conséquences sur la santé humaine. Mais, comme dirait Sophocle, ou plutôt le chat de Gueuluc, si on ne cherche pas, on aura du mal à trouver.